François Gémen, bonjour. Vous êtes membre du GIEC, spécialiste des questions de géopolitique environnementale. Alors, accord historique pour les uns, point de départ pour les autres, et notamment pour l'Allemagne. Où est la vérité? Est-ce qu'on ne se réjouit pas un peu trop vite? C'est les deux à la fois. Je crois que ce à quoi nous avons assisté ce matin, c'est un véritable tournant. C'est-à-dire que pour la première fois en 28 ans de négociations, on aborde de front le cœur du problème, c'est-à-dire la question des énergies fossiles, et on va dessiner une trajectoire qui, ne nous y trompons pas, est une trajectoire de sortie des énergies fossiles. Même si une trajectoire longue. Ah, c'est forcément une trajectoire longue. Parce que quand on parle d'un point de vue européen, qu'on n'a plus de pétrole ni de gaz et qu'on a épuisé son charbon, c'est facile de dire aux autres qu'il faut sortir des énergies fossiles. Quand vous êtes à la place des autres et quand vous fondez votre développement, votre richesse, votre prospérité sur les énergies fossiles, c'est un engagement qui est évidemment beaucoup plus difficile à prendre. C'est pour ça qu'évidemment on est sur une perspective de temps assez long, parce que très clairement on ne va pas pouvoir couper les robinets du jour au lendemain, mais ce qui compte vraiment, je crois, c'est le signal fort qui est envoyé aux industries, aux marchés, aux investisseurs, quant au fait que l'énergie à l'avenir, ça sera une énergie décarbonée. Pour moi, c'est vraiment ce signal fort. Mais il n'y a rien, par exemple, sur la sortie progressive des financements des énergies fossiles. L'ONU souligne que 7 000 milliards de dollars ont été alloués au projet énergie fossile. Est-ce que là, ça n'aurait pas été un signal fort de dire attention, on va couper aussi le financement? Alors, il y a quand même un paragraphe qui concerne les subventions publiques aux énergies fossiles considérées comme inefficaces, c'est-à-dire qui ne luttent pas contre la pauvreté, et donc un engagement à sortir de ces subventions. Et puis, l'accord doit être vu comme un signal aussi aux investisseurs. Qu'est-ce qui va se passer après ce texte? C'est que les investissements dans les énergies fossiles vont devenir beaucoup plus coûteux, vont devenir beaucoup plus risqués parce qu'il va y avoir un risque financier de se retrouver avec des actifs échoués, et qu'à l'inverse, les investissements dans l'énergie décarbonée vont être favorisés. L'idée de cet accord, c'est aussi de faire basculer les investissements. Mais alors, comment les États réfractaires ont basculé en 24 heures? Lundi, on était encore sur un tollé, sur la consternation d'un projet de texte, et tout de suite, moins de 24 heures après, on a un accord. Comment ça s'est possible? Là, il faut reconnaître que c'est un coup de maître diplomatique de la part de la présidence émirati de cette conférence. Il y avait deux blocs, comme le sujet l'a expliqué, qui s'opposaient. Un bloc qui prenait une sortie pure et dure des énergies, donc phasing out en anglais. Un bloc, par contre, qui n'était pas prêt du tout à s'engager dans cette voie et qui prenait simplement une réduction, donc un phasing down en anglais. Et on a trouvé une sorte de paraphrase très habilement pour dire on va faire une transition loin des énergies fossiles, hors des énergies fossiles, donc aller vers un abandon, ce qui est quand même une façon de marquer la sortie, sans le dire, sans toucher au totem qui était infranchissable pour certains. Cette sortie progressive peut, par exemple, se faire au moyen de l'énergie nucléaire. La ministre française de la Transition, Agnès Pannier-Runacher, a salué cette avancée. Est-ce que pour vous, c'est aussi une avancée? C'est la première fois qu'un texte, qu'une déclaration finale de COP va mentionner l'énergie nucléaire, et ça traduit le fait qu'effectivement, il y a une montée en puissance de l'énergie nucléaire, à la fois dans la réalité, avec des pays qui se lancent dans des programmes très ambitieux, et dans la négociation. Cela étant, chaque pays conserve évidemment la possibilité de sortir des énergies fossiles comme il l'entend. Certains vont faire du nucléaire, d'autres vont faire beaucoup plus de renouvelables. Le texte prévoit un triplement des capacités dans les renouvelables d'ici 2030. Certains vont faire de l'hydrogène, qui est également mentionné. Et certains, et c'est là effectivement une faiblesse de l'accord, il faut le reconnaître, certains vont faire de la capture et du stockage du carbone. Et qui est loin d'être efficace encore. Qui est loin d'être efficace et loin d'être mature encore. Alors, il faut que cette transition se fasse avec justice et équité. Ce sont les propos d'Antonio Guterres. Qui vise-t-il par ces propos? Ça, ce sont des termes qui sont inscrits dans le texte de l'accord, et très clairement, certains pays du Sud craignaient de ne pas avoir accès à des énergies fossiles qui étaient pourtant indispensables pour leur développement. Et donc c'est pour rassurer les pays du Sud. C'est pour rassurer les pays du Sud, bien entendu. Est-ce que la COP, il va y en avoir d'autres? C'est quoi la prochaine étape pour avancer? La prochaine grande étape à cranter, c'est la question des financements. Si on veut le voir à moitié vide, le point faible de la COP28, c'était les financements qui ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. C'est ça qui provoque aussi l'inquiétude des pays du Sud, notamment des petits États insulaires. Il va falloir vraiment décupler les financements, et aussi, je crois, aller chercher des financements privés sur les pertes et dommages. Je ne vois pas de raison que les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières ne puissent pas contribuer aussi à ce fonds sur les pertes et dommages. Merci bien, François Gémen, d'avoir été notre invité.